Je m'appelle Benjamin Adam, je suis auteur de bande dessinée et illustrateur. De mon travail de graphiste, je garde sans doute un goût pour la typo et un intérêt pour le fait de guider le regard du lecteur ou du spectateur ou de la personne qui reçoit le message en tout cas, et l'envie de jouer avec ça, aussi bien dans le graphisme que dans le rythme de lecture. Aujourd'hui, je suis quand même principalement auteur de bande dessinée. Donc la majeure partie de mon temps est consacrée à ça. Donc ça ne veut pas dire que c'est consacré entièrement au fait de faire des livres. Ça a été le cas pour la réalisation de Soon, qui est sorti l'année dernière chez Dargaud avec Thomas Caden. Mais en dehors de ce moment de livre particulier, souvent je jongle entre des travaux pour la presse, des travaux pour l'édition, mais qui sont effectivement plus de l'illustration, ou dernièrement un petit peu de publicité aussi. Après, aujourd'hui, comme j'ai plutôt tendance à m'engager sur des projets de livres qui sont un peu longs, ça permet de faire aussi des respirations. On dit souvent, je travaille dans un atelier et on blague souvent sur le fait que le meilleur moment d'un travail c'est quand il est terminé. Et du coup, plus les boulots sont courts, plus c'est vite terminé. Donc ça a quelque chose de juste satisfaisant. On commence quelque chose, on le développe, on le termine, c'est fini, on n'en parle plus. Et ça, rien que ça fait du bien. C'est quelque chose qui m'intéresse, la façon dont l'information est traitée, la façon dont elle est mâchée et présentée différemment en fonction du bord politique dont le support est, en fonction de l'effet souhaité, du moment aussi, évidemment. Je pense que les médias aujourd'hui, un peu au sens large, ne traitent pas l'information aujourd'hui pareil qu'il y a rien que 15 ans. Et là où ça m'intéressait dans Joker particulièrement, c'était sur ce qu'on pouvait, quel mot utiliser, déduire du fonctionnement d'un support en le lisant. Ça m'a amusé dans le Joker d'écrire un premier journal qui était entièrement à la botte de son financeur, qui était la grosse usine dont il est question dans le livre, qui s'appelle Batimax, et donc de jouer avec quel type d'information peut passer ou ne pas passer. Et ça m'a amusé aussi de montrer la création d'un journal qui soit concurrent, qui fonctionne avec des bénévoles, de parler de la vie de bénévole, de ce qu'il peut y avoir à la fois de plein de vie et en même temps de super compliqué et parfois ridicule dans le fait de synchroniser son agenda pour se caler une date de réunion, mais il y en a un qui peut pas parce que ce jour-là il est dans une autre asso et voilà, je trouvais ça je trouvais ça amusant et c'est quelque chose que j'aime bien observer. Et par ailleurs, moi, je m'informe de plein de façons différentes. Je lis quand même plutôt beaucoup le Canard enchaîné depuis des années. Ça m'a aussi amusé de jouer avec la forme. Là aussi, pour le coup, je me trahis facilement, quoi. Je suis un ancien graphiste, donc j'ai bien aimé jouer avec cette maquette super iconique du Canard et jouer au dessinateur de presse aussi. Faire les dessins de presse qui vont avec sa propre histoire. Enfin, ça devient un peu super mégalo tout ça, mais c'était drôle de balayer un spectre un peu global, quoi. Comme dans le livre en général, dans le Joker, il y a cette recherche de multiples points de vue qui tournent tous autour d'un même noyau d'histoire, mais qui permettent de le voir de façon plus complète. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est un projet qui est à plusieurs étages pour le coup. À la toute base, moi je pensais faire un projet tout seul, là c'est il y a 10 ans de ça, qui parlerait d'exploration spatiale et de fin du monde. J'avais eu envie de bosser sur l'exploration spatiale en écoutant, un peu par hasard puis en les cherchant,
des émissions de radio qui parlaient à l'époque des 40 ans d'émissions lunaires. Et j'avais bloqué là-dessus, déjà parce que on a grandi, enfin moi j'ai grandi avec l'âge que j'ai dans un monde où aller sur la Lune c'est quelque chose à la fois de totalement banal parce que ça fait 45 ans que ça a eu lieu, aujourd'hui ça fait 50 ans, et en même temps quand on y réfléchit un tout petit peu c'est quand même complètement dingue qu'ils aient fait ça en 69, c'est fou quoi. Et en tant que dessinateur, l'idée de dessiner l'espace, de dessiner des modules spatiaux, des grosses combinaisons, il y a quelque chose que j'avais jamais traité avant, et moi mes bouquins d'avant, donc Joker et l'Arctique et Prévert, ça se passe dans les années 70-80, c'est des types à moustache et à rouflaquette dans des vieilles Renault, quoi, qui vont à la cabine téléphonique, donc dessiner des modules spatiaux et des combinaisons, je trouvais ça super intéressant. Et de cette envie-là, moi j'ai jamais réussi à développer, parce que c'était trop gros pour moi, je pense. Je voulais articuler un récit avec ces deux parties-là. Fin du monde d'un côté, exploration spatiale de l'autre. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans ces deux thématiques qui pouvait bien fonctionner aussi, parce que ça fonctionnait en opposition, quoi. Il y a quelque chose dans l'idée d'exploration spatiale qui est un peu l'absolu de l'humain, qui est la conquête, les nouveaux horizons, enfin toutes ces notions-là. Qui sont à la fois super vaines, super prétentieuses et en même temps super belles, parce que c'est aussi ce qui fait que les gens avancent, et mettre ça en résonance avec un récit plutôt de déclin, de fin du monde. Donc je savais pas trop quoi en faire, mais je sentais que quelque chose était bien, et m'intéressait en tout cas. Et avec Thomas Cadenne, on se connaissait déjà, on avait fait une petite commande ensemble pour une boîte d'architecture qui s'était bien passée, on était contents, on s'était amusé, on avait bien bossé, et je lui ai parlé de ce projet-là. Et lui a tout de suite rebondi sur l'idée, a réfléchi, on en a parlé vite, puis on s'est dit qu'on allait réfléchir à ça ensemble, mais à ce moment-là, avant que lui n'arrive dans ce projet-là, il n'y avait pas d'histoire, il y avait juste cette intuition, et c'est devenu une histoire avec un contexte, des personnages, et toute la recherche de sens qu'il peut y avoir, toute la documentation. Entre-temps, c'était devenu de fin du monde, on était passé plutôt à un récit d'effondrement. Voilà, il s'est passé quelques années, il s'est passé plein de trucs autour de nous. Il y a eu tout un ensemble à la fois d'événements politiques et géologiques un peu catastrophiques quand même qui se sont passés. Il y a eu les livres de Pablo Servigne, de Naomi Klein, qui ont commencé à se pencher sur l'opposition qu'il peut y avoir entre poursuivre dans la direction actuelle, dans une recherche de croissance, dans une recherche qui est capitaliste en fait, de progression du monde, et la nécessité de préserver le monde dans lequel on vit, d'arriver à pas complètement défoncer la nature dans les 20 prochaines années. Et tout ça, aussi bien pour Thomas que pour moi, nous a plutôt donné des repères à partir desquels construire dans un premier temps le contexte historique mais du futur, dans lequel on situerait tout ça. Là, on s'est calé sur 2150, après un peu d'hésitation. Donc c'est à la fois pas très loin, et à la fois déjà suffisamment éloigné pour qu'on puisse imaginer que le monde a vraiment changé, qu'il s'est passé vraiment des choses. Et à partir de ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui pourrait se passer dans les 100 prochaines années, 130 prochaines années, pour en arriver à un monde qui a subi un effondrement et qui s'est déjà reconstruit. C'était une des bases de ce qu'on voulait écrire. On voulait que ce soit pas le portrait d'un monde détruit, parce que ça nous déprimait complètement et qu'on avait plutôt envie de réfléchir à comment les choses pourraient plutôt s'améliorer, même si à la lecture du livre on n'est pas que dans l'amélioration, mais et partant de ça, quelle pourrait être la suite d'événements qui a comblé l'écart entre aujourd'hui et 2150.
Voilà, donc et c'est là qu'on s'est posé les questions de qu'est-ce qui nous semblait le plus probable. Si on parle d'effondrement, on parle beaucoup d'effondrement, est-ce qu'on croit plutôt à un réchauffement soudain qui fait que, en fait, surprise, dans un mois, plus rien ne fonctionne et tout s'effondre? Est-ce qu'on croit plutôt à une suite d'événements qui, s'entraînant les uns les autres, vont modifier complètement le paysage dans lequel on navigue? Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné, et pour le récit, c'était comme ça aussi. C'est étape par étape, comment faire avancer les choses, quoi. Bah ouais, clairement. Ouais, complètement. Autant pour ce que je peux faire avec des journalistes pour la revue dessinée, ou Topo, ou 21 à l'occasion, que pour des bouquins, ouais. C'est ce que je sais faire. Du coup, plus ça va, plus ça me semble incontournable de mettre dans ce que je fais des sujets qui m'intéressent dans la vie, pour me sentir le moins inutile possible aussi, parce que c'est toujours compliqué de s'impliquer autant qu'on le souhaiterait, et que pour le coup les livres et les revues et la lecture, ça peut servir à ça. Donc ouais, ça l'est déjà, et ça le sera de plus en plus, je pense. Ouais, c'est un peu plus tôt, du coup, ce que je disais, c'est qu'avec Thomas Cadenne, on s'était beaucoup dit que, en fait, la solution de facilité quand on veut parler du futur, ou qu'on veut faire de l'anticipation, c'était un petit peu de montrer que tout a foiré. Voilà, parce que c'est quelque chose, sans doute, de l'ordre du vertige qui est super tentant, qui a quelque chose qui, je pense, qu'attire plein de monde, autant les lecteurs que les gens qui font des choses. Et pour Soun, on s'était dit, on n'évitera pas ça, mais par contre, ce sera pas le cœur du récit. Et par contre, pour Uos, c'était un peu une carte blanche que m'ont laissé les éditions 2024. Donc c'est des amis avec qui j'étais à l'école, pour le coup, à Strasbourg. Et donc c'est une collection de livres qui est plutôt très grande, ça fait 40 cm de haut. Donc c'était à la base prévu pour être plus un livre d'images qu'un livre narratif. Et il m'avait dit que je pourrais partir sur quelque chose qui montre un peu des villes cassées. Voilà, ça allait pas plus loin que ça, en me disant, fais-en ce que tu veux, si ça peut rester muet, c'est bien, parce que les bouquins de cette collection-là sont muets. Et à partir de ça, j'ai cherché vers où aller, et c'est vrai que pour Soun, il y a plein d'éléments que, aussi bien narrativement que graphiquement, que je me suis un peu interdit pour pas aller justement trop loin dans une vision catastrophiste. Et donc là, c'était l'occasion d'assouvir un peu ça, et puis d'en faire presque comme un miroir noir de Soun, quoi. Voilà, Soun choisit plutôt d'explorer de quelle façon les choses pourraient se redresser à un moment, alors que Uos, c'est plus un livre crépusculaire, quoi, qui parle qui parle de déclin, qui parle de transmission qui n'a pas eu lieu, qui montre une fin de période, quoi, un peu. Eh bien, par nécessité, pour le coup, c'était vraiment pas le choix du numérique. Et même à l'origine, quand j'ai commencé à dessiner des pages d'essais pour faire un dossier, pour démarcher des éditeurs et tout, mon idée, c'était de faire un livre entièrement à la main. Et toutes les pages qui, finalement, sont numériques dans Soun, donc les pages qui sont sur fond blanc, à l'origine, je pensais les faire avec toute une petite patouille, avec de l'encre, avec des aquarelles, avec de la plume, avec du feutre, avec du Posca, et j'avais fait quelques dessins qui, pour ce que demandait un dossier, donc quelques images, fonctionnaient. Et on a signé pour ce projet, on a repris l'écriture, on a développé des étapes de storyboard, et quand il a fallu vraiment refaire des pages,
définitive pour faire le livre, ça marchait plus. Parce que c'est pas des choses que j'ai vraiment travaillé avant. J'ai tout, comme tu disais, j'ai beaucoup fait de lignes claires, j'ai beaucoup cherché des moyens de simplifier, d'utiliser des trames, d'être dans quelque chose de très orthogonal, de très droit et très très pur, quoi, on va dire. Et ça marchait pas du tout, ce type de représentation-là, pour ce que je voulais, pour ce type de récit-là dans Soon. Je savais que ça allait m'emmener vers des représentations de forêt, de nature qui prend toute la place, de cité un peu du futur aussi. Et c'est un type de dessin qui oblige à savoir assez précisément ce qu'on dessine. Et moi, je ne sais pas comment sera le futur, en vrai. Et je voulais quelque chose qui soit plus dans l'évocation que dans la précision. Voilà, d'où cette envie de la vie et d'aquarelle, de choses un peu diffuses. Et donc, je me perds, mais j'ai pas réussi à le faire parce que techniquement, j'y arrivais pas, que je foutais mes mains dedans, que c'était tout sale, que le papier gondolait, qu'en fait, ça donnait rien. Et j'ai essayé pendant plusieurs mois comme ça. Chaque fois que j'arrêtais de faire du storyboard, je réessayais un coup sur une page, sur deux, et ça fonctionnait pas. Et c'est Thomas qui avait acquis une tablette de marque Apple quelques temps avant et qui m'a montré comment ça marchait. Et moi, j'avais déjà essayé d'autres supports qui m'intéressaient pas, en fait, j'avais l'impression de dessiner avec un stylo de plastique sur un écran de plastique et je trouvais pas ça intéressant. Et ça, donc l'iPad, pour le coup, répond immédiatement et donne tout de suite des choses qui donnent l'impression de dessiner. En fait, on oublie qu'on est sur un écran. Et ça m'a permis de construire ces pages-là comme je le pensais, c'est-à-dire de pas là où d'habitude en bande dessinée, le plus classique et ce que moi je faisais jusqu'alors, c'est vraiment d'abord faire un ancrage propre et ensuite de mettre de la couleur. Ce que j'avais en tête pour ce projet-là, c'était de construire les images en même temps avec le dessin et la couleur, pour parfois plus partir d'une ambiance et rajouter un peu de dessin, ou parfois partir d'un personnage et ajouter. Et cet outil-là m'a permis de le faire assez rapidement. En fait. Voilà, avant, je faisais tout le dessin à la main et je faisais déjà la couleur sur un support informatique. Et c'est vrai que c'est que depuis Soon que je travaille comme ça. Et ça s'applique à plein de choses. Voilà. Donc comme j'aime pas trop l'idée d'être trop dépendant à un objet fragile et cher, je me dis fréquemment qu'il faut que je retente de transférer ce que j'ai un peu appris à faire là sur du papier. Parce que malgré tout, ça a modifié mon dessin. Ça a amené des choses qui n'étaient pas là avant, qui sont bien, en fait. Donc moi, j'aime bien, qui me permettent une plus grande palette justement d'ambiance, de nuances. Et il faudrait que j'arrive à retransférer ça sur papier, ne serait-ce que pour pouvoir alterner entre les deux, quoi. Bah déjà parce que c'est quand même pas si fréquent de travailler pour des supports qui existent dans la ville où je vis, et que la perspective de pouvoir voir en vrai dans les endroits que je fréquente des images que j'avais faites, ça a quelque chose d'amusant, quoi. Bah comme c'est un visuel qui est censé refléter une programmation qui est quand même super éclectique. Il y avait une envie de la part de Sun de mettre en avant cet éclectisme, mais aussi de proposer une image qui soit plutôt très colorée, qui soit vivante, qui soit fouillée, dans laquelle on puisse se perdre un peu. Et essayer de retranscrire toutes ces choses-là dans une seule image, ça aurait pu passer par plein de constructions différentes, mais en visitant les locaux et en visitant le studio, il y avait une pièce qui déjà était presque un témoin vivant de la demande, finalement, qui retranscrivait un peu un panel de goûts
qui m'a tout de suite semblé intéressant, voilà, et qui était un décor parfait pour construire une image avec. Bah, c'est en tout cas un procédé auquel je recours souvent. Je m'en rends compte, mais sans doute aussi parce que je fais moins d'illustrations et plus de bandes dessinées, et que j'aime bien ça. Donc je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça plus compliqué d'arriver à synthétiser plein de choses dans une seule image que de multiplier les éléments pour composer un paysage global. Et je pense que ça va avec une façon de réfléchir. Je pense que mon cerveau, il est plus naturellement attiré par la profusion que vers la simplicité. Et je sais que c'est comme ça, et je sais que ça a pas que des mauvais côtés, que c'est aussi une façon de fonctionner. Des fois, j'aimerais bien arriver à fonctionner plus comme un affichiste et arriver à ce qu'on me présente plein d'ingrédients multiples et à pouvoir en faire une image qui soit à la fois simple et efficace et immédiate, mais je dois reconnaître que c'est pas ce que je fais le mieux. Je lui dirais peut-être de pas être trop pressé, parce que les choses viennent petit à petit. Voilà.